Et c'est parti pour épisode numéro 3, Franco Raptors, avec vous Patrick Biznavi et Mike Laviole. Aujourd'hui, on va toujours parler de la pré-saison. On va revenir sur la dernière semaine des Raptors. On va aussi avoir une entrevue exclusive qu'on avait eue avec Chris Boucher dans la partie Impact Basketball. On va analyser un peu le début de la saison qui commence le 23. Vous nous écoutez sur les ondes de Choc FM. Vous nous regardez aussi sur la chaîne YouTube de Choc FM. On est toujours là tous les samedis à partir de 13h. Et aujourd'hui, donc on va revenir sur l'actualité Raptors. Mais la grande partie de l'émission, ce sera sur l'entrevue que nous a accordé Chris Boucher sur l'impact donc l'histoire de sa vie un peu et puis l'impact du basketball dans les communautés. Donc ce sera la grande partie de l'émission. Heureux de te retrouver, Mike, aujourd'hui dans l'épisode numéro 3. Et Mike qui est un peu under the weather, comme on dit, vous allez, sous la météo. sous la météo. Mais on pensait qu'il était questionable aujourd'hui. Questionable, mais on va faire avec. Bonjour à tous. Bonjour. Donc c'est parti avec l'actualité. Et l'actualité, c'est toujours la pré-saison. Les Raptors, comme les autres équipes de la NBA, continuent à se préparer pour la saison qui commence la semaine prochaine. Alors, il y avait pas mal de matchs. Il y a le deuxième match contre donc Washington la semaine passée. 2 matchs contre Boston Celtics. Alors, pour toi, Mike, qu'est-ce que tu as retenu de ces matchs, incluant la victoire contre le Celtics de Boston? Je vais reprendre dans l'ordre. Ça a commencé avec un très mauvais match contre Washington. Ils avaient fait un bon premier, on s'attendait à un bon deuxième. Ça n'a pas été du tout ça. Ça a été très mauvais. Et en fait, les Raptors sont montés un peu crescendo parce que le match suivant contre Boston, c'était tout aussi mauvais en première mi-temps. Ils se démenaient de 30 points contre une équipe B, même C, des Celtics qui avaient mis au repos Tatum, qui avaient mis au repos Brown. Enfin bref, c'était Pritchard, le meilleur joueur des Celtics. Mais on sait qu'il aime bien les Raptors. C'est un peu, moi je l'appelle le Raptor Killer. Et il nous a vraiment fait du mal, mais avec tous les autres. Les Raptors sont bien rattrapés en deuxième mi-temps avec un très bon Scottie Barnes qui a enfin montré des signes de leadership. C'était vraiment très intéressant. Et ce dernier match, c'est celui-là dont on va parler, puisque vraiment, les Raptors ont peut-être fait le match le plus plaisant depuis un an, carrément, sur de la pré-saison. En tout cas, ils ont fait une superbe première mi-temps avec Scottie Barnes et Grady Dick qui ont montré tout l'étendue de leur talent. C'était fantastique, mais bon, ça reste que de la pré-saison, malheureusement. C'est ça, oui. Les Raptors qui continuent à jouer sans Emmanuel Quickley, sans RJ Barrett et Olynyk. Sans Kelly Olynyk aussi, blessé au dos. Alors oui, ici on peut revenir sur le dernier match contre la victoire contre les Celtics de Boston. Alors là, est-ce qu'on peut dire que Grady Dick a eu fait partie des 5 de départ finalement, parce que dans notre dernier épisode, on en a discuté. Qui va prendre le poste numéro 2? Est-ce qu'après la pré-saison, ces matchs de pré-saison, tu penses qu'il a cette place-là? Je pense qu'il a gagné offensivement. Moi, le problème qui demeure, c'est qu'en fait, sur ces matchs de pré-saison, avec l'absence de Quickley, du coup, on lui a mis un meneur défensif à côté. On a vu Shed et on a vu surtout Davion Mitchell. Et je trouve que là, le duo marche très très bien parce que Shed et Mitchell ont vraiment mis beaucoup de pression défensive. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner avec Quickley, qui n'est pas réputé pour être un bon défenseur. On a vu aussi que Grady a été exceptionnel en attaque, mais qu'il a été énormément ciblé en défense. Les Celtics jouaient, que ce soit le premier ou le deuxième match, quand Grady était sur le terrain, on voyait que le joueur qui avait le ballon, qui était face à lui, il l'attaquait en permanence. Donc pour moi, ça reste l'une des interrogations. Je pense qu'il a gagné ses galons puisque le match qu'il a fait, il est sensationnel. Je crois qu'on a vu en fait tout ce que Grady Dick peut devenir offensivement sur ce match-là. On espère qu'au fil de la saison, il va devenir de plus en plus régulier et offrir ce genre de performance parce que au-delà du tir à 3 points qui enfin a cliqué, il a été exceptionnel dans les cuts, dans les points en contre-attaque, sur ses lay-ups, il est allé mettre un lay-up sur Tatum exceptionnel. Ah oui. Il lui met par-dessus, tu te dis il va se faire contrer. Et non, vraiment il montre qu'il a de la taille et qu'il est pas si peu athlétique que ça au final. Il a quand même quelques qualités athlétiques et une belle finition au cercle. Un tir à mi-distance aussi, quand il y a des close-out sur lui, il feinte le tir, shoot à mi-distance. Donc il nous a montré tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Maintenant, comme je te dis, pour moi, les interrogations vont rester défensives, surtout avec Quickley qui va revenir. On ne sait pas s'il est revenu dans le match de vendredi, puisque là on enregistre, le match n'a pas eu lieu encore. Mais ça va rester une interrogation. Est-ce que Dick ne serait pas plus efficace
avec un meneur de jeu très défensif dans la second unit, et on ne verrait pas plus Ochai Agbaji à côté de Quickley. Ça, c'est une question aussi, parce que Ochai Agbaji a été excellent. En fait, moi, ce que je voulais dire, juste pour conclure, après je te laisse la parole, sur ce match-là, les 5 joueurs du 5 de départ, en fait, ils ont tous montré, je pense, qu'on peut attendre au maximum d'eux. Ils ont tous fait un match référence. Scottie Barnes proche du triple-double. Jakob Poeltl, gros double-double avec 15 rebonds, 15 points. Grady Dick qui est incandescent dans l'attaque. Et Ochai Agbaji qui a été très très bon dans le off-ball. On en a beaucoup parlé sans le ballon. C'est cuts. Sa défense, elle a été exceptionnelle contre Jaylen Brown. Jaylen Brown a mis des tirs très durs face à lui, mais il a été vraiment très agressif. Et quelques tirs à 3 points qui sont rentrés pour lui. Donc pour moi, ces 5 joueurs ont montré tout ce qu'on peut attendre au maximum de cette année. Bien sûr, on sait que ça ne sera pas le cas sur tous les matchs. C'est toujours la pré-saison. Et dans notre dernier épisode, je pense au tout premier, on parlait justement de l'effectif. On avait dit si Scottie Barnes commence à mettre des tirs à 3 points, là il sera inarrêtable. Et c'était le cas. Il a débuté le match à 3 sur 3 ou 4 sur 4 à 3 points. C'était juste de la folie. Alors bien sûr, là aussi, on sait que ça ne va pas être le cas tout le temps, mais en tout cas, il les prend, il est confiant. Et son tir, quand il va être là, sur certains soirs, là, il n'a pas joué la fin de match, mais il était déjà à 26 points. Voilà, on peut s'imaginer Scottie à faire des matchs à 30 points ou plus. Et en plus, on a vu une excellente connexion avec Grady Dick, parce qu'il a fait beaucoup de passes décisives sur des mouvements de Grady Dick. Justement, les deux joueurs sont très complémentaires. Grady ouvre des espaces à Scottie, en dehors du fait qu'il met ses tirs à 3 points, mais vraiment sur le jeu en pénétration, quand il va aller jouer à l'intérieur. Vraiment, le mouvement de Grady empêche déjà un joueur de venir en aide. Et on a hâte de voir ça, puisque avec quand même Quickley et Barrett en plus, qui sont des menaces, on sent que vraiment Scottie va avoir la place pour attaquer, et il aura beaucoup de menaces offensives autour de lui. Et comme on l'a dit, la question éternelle avec ces Raptors, ça va être la défense. Ça va être la défense. Mais aussi, on a vu lors de la défaite précédente contre Washington, et aussi contre les Celtics de Boston, le nombre, je ne sais pas comment le qualifier, les pertes de balles. Ça, c'est je ne regardais pas le match parce que je voyageais, mais je regardais tes commentaires avec nos amis les journalistes sur justement le grand nombre de pertes de balles. Je pense que là, c'est vrai, c'est la pré-saison, mais quand même, il y a beaucoup à rectifier de ce côté-là. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on l'a dit, Kelly Olynyk est blessé, et Kelly Olynyk joue un très très grand rôle dans la façon dont les systèmes de Darko Rajakovic sont mis en place. Kelly Olynyk, c'est lui le centre du jeu quand il n'y a pas Scottie Barnes. Et on a senti vraiment que cette second unit peinait énormément quand Kelly Olynyk n'était pas là. Ils ont rectifié le tir en deuxième mi-temps avec Scottie, et ensuite ça allait un petit peu mieux. Mais c'est vrai que là, Davion Mitchell va avoir un rôle très important s'il est capable de faire ce qu'il a fait contre Boston avec la second unit. Il a fait 10 passes décisives là. C'était assez exceptionnel la façon dont il a géré le jeu des Raptors. S'il est capable de faire ça avec la second unit, ça va quand même nous permettre de ne pas être trop dépendant de Kelly Olynyk, puisqu'il a déjà des problèmes de dos. Il n'a pas eu un été super avec l'équipe du Canada, donc je ne sais pas dans quel état physique il va être. Et du coup, on aura besoin de joueurs qui sont capables de créer. Après, il y a la possibilité aussi de Scottie plus la second unit. Ça, on sait que c'est... C'est ça. Est-ce que le fait qu'on ait des absents comme RJ, comme Quickley, comme Olynyk, est-ce que côté cohésion de l'équipe, tu penses que ça aura un impact lorsque la saison va commencer? Le fait qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer ensemble. Je pense qu'ils se sont entraînés déjà tout l'été ensemble, donc forcément, ça va avoir un impact sur les premiers matchs. Mais après, on va voir, parce que RJ Barrett, on ne sait pas encore quelle est son indisponibilité. Darko Rajakovic est toujours assez optimiste, et il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il soit là pour le premier match. Moi, j'en suis moins sûr. Quand on voit le temps que ça a pris à Jacoby Walter, peut-être c'est pas exactement la même... je sais pas comment, gravité. Ouais, gravité, j'allais dire gravitude, j'allais inventer un mot. C'est pas la même gravité, peut-être par rapport à cette blessure qui est la même, mais peut-être que c'est plus important chez Jacoby Walter, mais je serais très étonné qu'il revienne. Il était à l'échauffement d'ailleurs, RJ Barrett, avant le match, et on voyait qu'il n'utilisait pas son bras droit avec l'épaule. Il arrivait un petit peu à shooter, mais tu vois qu'il faisait des exercices de dribble, il driblait surtout avec sa main gauche, et il faisait des passes qu'avec la main gauche. Après, il est gaucher, tu me diras, peut-être c'est juste ça. Oui, on sait qu'il utilise peu sa main droite, mais ouais, je suis pas très optimiste, mais je pense que ça va aller pour la cohésion d'équipe. Ils ont eu le temps de bien s'entraîner ensemble, et puis on l'avait vu même sur le premier match, RJ Barrett, de toute façon, il connaît son rôle. Hein. Il prend le ballon, il drive de toute façon. C'est ça. Et puis il catch and shoot. Et puis Quickley a déjà eu un peu l'occasion de jouer avec l'équipe la saison dernière. J'attends juste de voir s'il y a une amélioration dans son jeu à deux avec Scottie Barnes, qui est très attendu cette année.
Oui, au moment où nous enregistrons cette émission, l'équipe n'a pas encore joué contre les Nets de Brooklyn. Un match qui a été joué donc hier soir, au moment où vous nous écoutez. Alors, qu'attendre de cette rencontre? Il est vrai que les Nets de Brooklyn, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs en mi-saison. Et c'est une équipe aussi en reconstruction comme les Raptors de Toronto. Alors, qu'attendre de cette rencontre contre les Nets de Brooklyn? J'attends juste qu'ils nous fassent qu'ils aient le même état d'esprit que ce qu'ils ont fait contre Boston, tout simplement. Je pense que on veut voir un peu la même chose, peu importe le résultat, parce que je pense que Darko va beaucoup faire jouer. Quoique contre Boston, il a fait jouer beaucoup les titulaires, hein. La plupart des titulaires ont eu 30 minutes de jeu, et on dirait que Joe Mazzulla est un peu rentré dans ce jeu-là Oui, aussi. oui. Il a fait jouer Tatum, il a fait jouer Brown, pas mal de temps aussi. Donc peut-être qu'ils sont en train d'augmenter les temps de jeu en vue de la saison régulière qui démarre mercredi prochain. Donc peut-être qu'on aura plus de temps de jeu pour les titulaires, mais on sait aussi que parfois les équipes NBA sur le tout dernier match ne font pas jouer les titulaires aussi, ça dépend vraiment des entraîneurs, mais certaines équipes font jouer tous les joueurs qui sont encore à la lutte pour les dernières places dans l'équipe. Peut-être qu'il va faire ça, donc c'est un peu compliqué. Vous le saurez de toute façon en écoutant cette émission parce que le match aura eu lieu. Oui, c'est ça. Et puis avant le début de la saison, il y aura certainement des joueurs qui vont partir parce qu'on doit garder l'effectif de 15 et puis les autres qui vont aller à G-League avec 905. Selon toi, qui a plus de chances de rester et puis qui va partir? Ça, c'est la grande question. On pourrait, dans la logique, penser que ce serait Bruno Fernando qui serait conservé parce que les Raptors n'ont pas officiellement de troisième centre, puisqu'on sait très bien que Ulrich Homschied ne va pas jouer beaucoup en NBA si ce n'est pas du tout. Moi, je n'ai pas été du tout convaincu par Bruno Fernando, donc j'aimerais que soit il laisse ce poste vacant pour recruter un agent libre pendant la saison, ou alors qu'il donne peut-être sa chance à Battle. Battle, il a été très bon. Ah oui, il était excellent. Ouais. Il a marqué pas mal de points, je trouve, dans ses performances. Son tir à 3 points est vraiment très intéressant dans une équipe qui va en avoir besoin. C'est un joueur qui défend pas trop mal, même si c'est pas sa force. Alors peut-être. Après les autres, je sais pas, je pense qu'ils vont partir avec les 905. Il y en a seulement un, ça c'est Blake Murphy qui me l'a indiqué. Jameis Ramsell et Raptors 905 n'ont pas ses droits. Donc il faudrait qu'il fasse un trade pour le récupérer. Mais lui aussi a montré de très belles choses dans cette pré-saison. Mais, il était là l'année passée aussi avec l'équipe, donc ouais. À voir s'ils essayent de transférer pour essayer de le récupérer parce qu'il est intéressant. DJ Carlton aussi. DJ Carlton a été vraiment intéressant. Très athlétique. Shooter de loin lui aussi. Il y a un profil intéressant. Après, il y a déjà beaucoup de meneurs. Donc, à voir. Mais en tout cas, la G-League va être fun cette année. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, on a vu il y a quelques années un certain Fred VanVleet qui a eu son dernier spot justement après donc le training camp et qui est devenu la star qu'on connaît. Donc, il y a peut-être des joueurs qui nous réservent des surprises. Donc, avant de prendre la pause, parlons un peu de ce match, ce premier match de la saison contre Cleveland. Alors, ils se sont bien préparés. Bien sûr, il y a eu des blessures en pleine saison. Et selon toi, que devons-nous nous attendre de ce premier match officiel de la saison ce mercredi? Ça, c'est une belle question. À quoi s'attendre? Moi, j'espère que, comme tout match d'ouverture, les Raptors vont le prendre à fond dès le début. J'espère un match un peu comme ils ont fait contre Boston, en fait. Un match où ils vont rentrer dedans, ils vont les bousculer d'entrée. Les Cavaliers, on sait que c'est une équipe très physique, avec Allen, avec Mobley, mais aussi qui est pas forcément très grand sur leurs deux de derrière, sur le backcourt, comme on dit en anglais. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'au final, là, on n'a pas vu le dernier match. On ne sait pas s'il y aura Quickley, on ne sait pas s'il y aura Barrett, mais j'espère juste qu'ils vont faire un bon match, qui nous déçoivent pas d'entrée. C'est le genre de match que tu peux prendre. L'année dernière, ils avaient battu les Timberwolves sur le premier match. Je pense qu'il y a des chances qu'ils le prennent. Après, parce qu'après, ça va être compliqué. On se rappelle, on a fait le calendrier lors de l'épisode précédent. Après, ça va être le back-to-back contre les Nuggets et contre Minnesota, justement. Non, contre Philadelphie, pardon. Philadelphie et Minnesota. Ouais. Et après les Nuggets. Ouais, non, il y a bien ces trois équipes, mais ça va être compliqué, même si bon, les Sixers n'auront pas Paul George. Embiid n'a toujours pas joué en pré-saison. Ouais. Peut-être que ça sera un match à prendre au final, mais on y reviendra la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, oui, on va revenir sur Cleveland, parce que le match aura été joué, on le rappelle, c'est mercredi, le 23 octobre. Donc, on pourra en parler dans le prochain épisode. Ben oui, ce sera un plaisir de retourner à la Scotiabank Arena. Toi, tu étais match contre le Boston, donc les fans étaient là et puis bonne ambiance. Espérons que
Donc, le premier match qui va inaugurer la 30e saison des Toronto Raptors sera un bon match à regarder. On va prendre une pause et puis après la pause, on va revenir sur l'entrevue qu'on nous a accordée à Chris Boucher. Donc, c'est la première fois qu'on a eu vraiment une vingtaine de minutes avec lui, donc on en a profité. Donc, on va prendre une pause, après on va revenir sur l'entrevue que nous a accordée Chris Boucher. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Impact Basket. Impact Basket, c'est donc la section qui va suivre avec l'entrevue que nous a accordée Chris Boucher. Une entrevue qu'on avait cherchée pendant longtemps, il n'était pas disponible, et on a reporté plusieurs fois. Et finalement, on l'a eu. On nous a accordé une petite place dans la Scotiabank Arena où je suis parti avec une équipe de tournage, une personne avec la caméra, pour nous entretenir avec Chris Boucher. Et j'avais une surprise que j'avais réservée à Chris Boucher parce que, en tout cas, vous allez voir, vous allez écouter et puis sa réaction par rapport à ça. Et l'idée, c'était justement de poser la question à Chris Boucher, de revenir sur sa carrière, ce que le basket représente pour lui. On sait que il a eu une jeunesse très difficile avec la famille, il a été même dans la rue et le basket est venu pour un peu sauver sa vie d'une certaine manière. Donc on est revenu sur ça et puis on a parlé de sa fondation et de l'impact qu'il veut avoir chez les jeunes. Donc je vous demande d'écouter et de regarder Chris Boucher dans Impact Basketball. D'avoir accepté cette invitation, ce sera une entrevue sur l'impact du basketball dans les communautés francophones, parce que là, tu es le seul francophone dans l'équipe qui reste, RJ Barrett a little bit. C'est ça. Je vais commencer par te dire que toi et moi, on a un ami commun. Et puis, il m'a envoyé une petite vidéo que je vais te faire entendre, et puis tu me diras ce que tu en penses. Hey Chris, j'espère que ça va bien. Écoute, on m'a demandé de faire une vidéo pour un peu parler des anecdotes ou des choses de ton temps passé à l'académie. Je pense que il y en a quand même quelques-uns, mais pour moi, ce qui est le plus important de ressortir là-dedans et ce qui m'a toujours vraiment impressionné le temps que j'ai eu la chance de pouvoir te coacher, c'est ta capacité de transformer la critique en une performance. Et je me rappelle tout le temps que quand tu faisais des erreurs ou que je m'énervais, mais ta réponse c'était toujours de trouver une solution sur le terrain, soit de bloquer des lancers, soit d'aller dunker. Après ça, de me regarder et me dire genre ferme ta gueule, I get it. Je pense que ça c'est vraiment un art perdu aujourd'hui, que la plupart des kids comprennent pas que when coaches are tough, tout ce qu'ils attendent c'est d'avoir juste une réaction positive de ta part. Mais je pense que c'est tous les gens qui ont la chance de te côtoyer, de pouvoir être à tes côtés, réalisent à quel point tu overcome les adversités et à chaque fois qu'on te dit que t'es pas capable, you just find a way to prove people wrong. Je pense que c'est vraiment le plus gros leg que j'ai retenu de ton passage que ce soit dans l'académie ou dans ma vie. Et je suis pas mal sûr que c'est ce que tu continues à faire. Donc pour ça, merci de continuer aussi à partager ton histoire, de continuer à être un modèle de persévérance pour tous ces kids qui en ont besoin. C'est au-delà de l'impact que tu as au niveau du basket, je pense que tu touches la vie de beaucoup de personnes in so many different ways. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'ils fassent le film de ta vie avec le début et jusqu'où ça va aller, parce que je suis sûr que you're not done, you're just getting started. Et puis c'est vraiment ça. Donc, je remercie Patrick pour l'opportunité de pouvoir t'envoyer ce message. Je peux te dire que toujours fier de ce que tu es, toujours fier de ce que tu as accompli. And just being thankful for God que nos chemins ont pu se croiser. Donc, c'est ça, so go Raptors. Et puis, all the best pour le reste de la saison. Ouais. Quel souvenir tu as de Igor de cette époque-là? Il y en a tellement. J'étais tellement jeune durant ce temps-là, je savais pas vraiment le basket. Comme j'ai dit, moi j'ai toujours joué dehors dans les parcs et tout. Alors,
Comme j'ai dit, moi, tout ce que je faisais, c'était raw. Genre, c'était juste que j'apprenais sur le coup. Et puis, je pense que comme il y a beaucoup de games, beaucoup de matchs, beaucoup de choses que j'apprenais devant le fil. Et puis, à l'âge que j'étais, t'étais supposé de savoir ces trucs-là. Alors, je pense que quand Igor ou quelqu'un me criait dessus, tout, j'ai toujours trouvé la façon de dire, OK, je vais get better, je vais devenir meilleur, je vais m'améliorer. Et puis, j'ai jamais pris une critique, comme il a dit, j'ai jamais pris une critique en tant que, OK, ouais, je veux plus rien faire. Comme j'ai toujours pris la critique comme, OK, c'est bon, je trouve une façon. Puis, il y a des moments où est-ce que j'étais comme, je veux pas l'entendre, mais ça restait dans ma tête quand même. Puis, je pense que ça m'aide tout le temps parce que, comme si je suis dans une salle et quelqu'un dit quelque chose, même si je suis pas d'accord avec, ça peut résonner durant la journée. Même si je suis pas d'accord ou je sais pas quelque chose que je veux entendre, ça résonne dans ma tête. Puis d'habitude, je fais les bonnes décisions avec. Je pense que ça m'a aidé dans ma carrière tout le temps. Juste être capable de choisir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Puis savoir que quand j'aime quelque chose, si c'est pas bon pour moi, de juste changer la façon que je vois les choses. Alors, ça m'aide beaucoup. Et tu as passé une jeunesse très très difficile à Montréal. Ouais. Et à cette époque, qu'est-ce que le basket représentait pour toi? Durant ce temps-là, le basket, c'était un moment comme j'ai dit, c'était une façon de me libérer. Je pense que de tous les problèmes que j'avais et tout, juste le fait que, comme je dis, j'avais pas de maison et tout, ma famille et tout. Alors, je pense que jouer au basket, ça me donnait un moment où juste où est-ce que je pouvais me sentir en tant qu'un enfant encore. Comme on dit, on oublie tout le temps que le basket, c'est un jeu. Puis je pense que les gens, des fois, ils oublient ça à cause de la compétition et tout. Mais quand tu es jeune et tout, c'est une façon de t'amuser, d'avoir des amis et tout. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup, juste de passer le temps, pas me mettre dans des problèmes et tout. C'est ça que le basket représentait pour moi. Maintenant, c'est beaucoup plus. Maintenant, c'est une job. Mais je pense que durant ce temps-là, c'était plus un passe-temps, une passion. Et quand tu es jeune, c'est juste ça que tu veux. Tu vas avoir des passions pour que tu t'améliores et qu'au final, tu deviens pro à quelque chose, anything que tu veux. Et il parle qu'un jour, on devait faire un film sur ta vie. Ouais. Est-ce que tu y penses? Quand même, c'est extraordinaire d'être Chris Boucher. Mais c'est sûr que j'y pense des fois. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de situations. Je me suis toujours dit ça quand je regarde les films, les chorégraphies et tout. Je suis comme, ils ont oublié des affaires. Comme, ils ont sorti le film de Bob Marley dernièrement. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, oui. Et c'est comme j'ai dit, j'aime bien comme ils l'ont fait et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans ça. Mais c'est un gros film. C'est un amazing film. Moi, je l'ai aimé, mais comme, c'est juste ça mon problème. Moi, j'ai peur que si on fait un film sur moi, qu'on manque des détails qui étaient plus importants pour moi que pour le film. Et c'est ça que, comme j'ai dit, des fois, j'y pense, je me dis, OK, ouais, c'est vrai, ce serait bon, mais je pense que je vais attendre que tout soit fini, que je sois fini avec le basket, puis que, au moins que si le film décide, que ça soit comme The Last Dance, quand lui, il a décidé qu'est-ce qu'il voulait mettre et tout, je pense que c'est ça que je verrais, mais en ce moment, je pense pas vraiment, je suis pas encore fini alors. C'est la même chose que je fais avec les jeunes. Quand on me dit d'aller parler aux jeunes et tout, je suis comme, je veux finir mon histoire, comme ça, je peux les dire, j'ai fait ça. Mais, comme j'ai dit, la plupart du temps, il faut juste le dire durant le moment. Il y a des jeunes qui ont besoin de l'entendre maintenant. Et qu'est-ce que tu as appris dans ces moments de jeunesse qui te guident toujours dans ta carrière professionnelle en tant que joueur de basketball? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'une chose que j'ai toujours gardée, c'est j'ai toujours été une personne humble. J'ai jamais voulu avoir plus que ce que j'avais. Quand j'étais jeune, j'étais pas un genre de personne qui a dit, je veux des jewelry, je veux des salons comme ça. J'ai jamais été comme ça. Alors, quand j'ai failli arriver au moment où j'étais, où j'avais l'argent et tout, les choses c'était toujours les mêmes. Aider ma famille, me mettre dans des meilleures positions, trouver une façon de pouvoir aider la génération d'après, aider les jeunes. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Où est-ce que quand j'avais rien, je me suis jamais dit, OK, quand je vais avoir quelque chose, je vais être en revanche ou j'ai jamais pensé comme ça. Alors je pense que ça, c'est quelque chose que ça m'a vraiment aidé. Mon cœur est resté pur tout le long. Enfin, quand j'avais rien jusqu'à maintenant. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que maintenant, mes décisions sont toujours des décisions pures, sont toujours des décisions que je veux faire, que je sais que je suis pas en train de go against quelque chose que je veux pas faire ou que ma mère aimerait pas ou que le monde qui me connaît se dise, il a fait ça sur un coup de tête. Et je sais que quand je fais des décisions, le monde sont comme, OK, il a toujours été comme ça. Puis ça m'aide beaucoup. Et est-ce qu'à cette époque, tu t'imaginais un jour, j'allais être champion NBA 2 fois? Comme j'ai dit, moi, quand j'ai joué au basket au début, c'était juste pour me libérer de ce que je vivais. Après, c'était juste que je vais retourner à l'école avoir un diplôme. C'était juste pour ça que je jouais au basket. Je vais aller à l'école, je vais avoir mon diplôme. Après, c'était comme, OK, peut-être que je vais pouvoir aller gagner mon diplôme d'universitaire. Puis là, c'était juste ça pour que je jouais. Mais après, quand j'ai eu des magazines, puis tout le monde, d'autres écoles m'appellent, puis
le monde commençait à parler de la NBA et tout. C'est là que j'étais comme, ok, mais peut-être que je peux me faire payer pour. Puis c'est là que ma version des choses a changé parce que je me suis dit, ok, mais je dois regarder qu'est-ce que les autres font parce que eux ils veulent aller dans la NBA. So, qu'est-ce que moi je dois faire pour arriver là? Puis, comme j'ai dit, je me suis amélioré à chaque année, je m'améliorais. Mais il y a une chose que je sais qui marchait tout le temps, c'est que j'étais toujours entouré de des gens qui voulaient travailler aussi. Comme j'avais Dylan Brooks durant ce temps-là qui voulait dans la NBA, Tyler, Dylan, ça c'est quand j'étais arrivé à Oregon. J'avais Yves qui travaillait avec moi, Igor, comme j'ai dit. Ces gens-là, eux, ils avaient juste en tête de qu'est-ce qu'on peut faire pour lui durant ce temps-là. Personne pensait à NBA. Alors je pense que ça m'a toujours aidé parce qu'on n'avait jamais set un goal aussi haut. Alors quand on est arrivé là, c'était comme, ok, ouais, ben, on est là maintenant. Ça n'a jamais été comme quelque chose qu'on a toujours chase. Parce que je pense qu'une chose que ça fait, c'est si tu voulais toujours chase, quand tu arrives là, tu sais d'autres. Tu dis, ok, je l'ai fait. Mais si quand tu n'as pas de but, puis tu fais juste arriver, tu continues à toujours climb, c'est juste, d'habitude, c'est comme ça que tu arrives le plus loin possible. Et qu'est-ce que ça fait d'être Canadien, francophone, à Toronto, jouer pour les Tu reçois beaucoup d'amour. Je pense que ma première année, quand je suis venu ici, je l'ai vraiment senti en tant que le seul Canadien dans l'équipe et tout. Ça m'a vraiment donné un boost, comme je dis, beaucoup de support. Mais je pense que la meilleure chose, c'est juste être à la maison. Je pense que j'ai grandi au Canada, alors c'est juste... J'ai fait beaucoup de trajets. J'ai été au New Mexico, au Wyoming, j'ai été à Oregon, j'ai été à Californie. Alors, juste revenir au Canada, ça fait du bien parce que j'étais parti depuis de 18 ans, au moins jusqu'à 23, 24. Alors, ça fait du bien pour revenir à Montréal, avoir le support, ouvrir la télé, voir des canaux que j'avais déjà avant, avoir ma mère à 1 heure d'ici. Je pense que ça a vraiment aidé. Est-ce que la langue française, tu la vis au quotidien? Parce que à Toronto, c'est majoritairement anglophone, les joueurs ne parlent pas français. Mais moi, j'étais chanceux. Ma première année, j'avais Serge et Pascal qui parlaient français. Alors, je parlais toujours français avec eux. Ma deuxième année, j'avais encore Pascal. Pascal, j'ai toujours eu jusqu'à cette année. Mais il y a 2 ans, ça fait 2 ans maintenant que ma soeur et mon frère habitent avec moi. Alors, eux, ils parlent français. Alors, quand je suis à la maison, je parle français. Quand je suis en dehors, je parle anglais. C'est pour ça que des fois, je le mixe en même temps. Parce que je parle, puis je suis comme, ok, mais il comprend pas le français ou il comprend l'anglais. Alors, mais je pense que j'ai trouvé une bonne façon de garder mon français quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils parlent aux États-Unis pendant 17 ans, 10, 15 ans, le français n'est plus le même. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je voulais pas perdre juste parce que je pense que ça me représente aussi, juste que je viens de Montréal. Puis je vais être capable de, quand je reviens à Montréal ou quand je parle à des jeunes qui savent que je viens de Montréal. Parce que si moi j'étais un jeune, puis tu me dis que tu viens de Montréal, puis tu arrives, puis tu parles pas français, c'est comme... C'est vraiment ça, t'es plus anglophone que d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu parles français avec RJ? Non, son français est pas si mal. You can put it. I tell him every time. Tu peux garder ça. I tell him every time. She's not good. He knows it. Chaque fois que... He knows it. He knows. He's trying. That's what she's Oui, il essaie, il comprend. Quand je lui pose la question... Yeah, he understands. Oui, il comprend. Like, I can speak French to him, he understands. It's the rebuttal that is... Oui, c'est ça. Parle-nous de Slim Duck, votre fondation. D'abord, d'où vient le nom de la fondation? Slim Duck vient de Oregon. J'ai grandi à Oregon. J'étais à l'école à Oregon. C'est les Ducks. Puis j'étais plus mince que j'étais maintenant, alors Slim Duck. Ils m'ont donné ce nom-là. Puis je l'ai juste gardé tout le long parce que tout a commencé à Oregon pour moi. Alors je pense que je me suis dit je vais juste garder le nom. Puis le monde a commencé à vraiment le dire plus souvent. Puis après, quand je marchais à des places pour m'appeler Slim Duck, là j'étais comme ok, le monde me connaît vraiment pour ça. Puis après, j'ai décidé de faire ma fondation dessus parce que c'était toujours un plan que je voulais faire, c'est juste que j'avais pas les sous durant ce temps-là. Ma première, deuxième année, il fallait que je m'aide ma famille plus, alors j'avais pas les sous pour donner à la communauté encore. Mais quand j'ai dit après mon 2e année, 3e année, 4e année, j'ai commencé à avoir des contrats et tout. Je me suis dit, ok, là, je peux faire une fondation, aider les jeunes. Puis mon but, c'était juste de pouvoir aider un jeune ou 1000 jeunes ou 10 000 jeunes, peu importe combien de jeunes que je peux aider, qui est dans une situation comme moi avant. Comme moi, durant ce temps-là, quand j'avais 16 ans, j'aurais aimé ça, avoir une fondation parce qu'ils vont m'aider. Alors je me suis dit, si je peux faire ça pour quelqu'un, peut-être qu'il y aura le next Chris Boucher, hopefully meilleur que moi, parce que je veux pas que le monde soit comme moi, je veux qu'il soit mieux que moi. Mais c'était ça mon but. Et dans votre fondation, qu'est-ce que vous faites comme travail communautaire? Bourse, on a des meals aussi à l'année. C'est beaucoup plus d'opportunités en ce moment. On a essayé d'ouvrir un gym, on a un AAU programme. Alors on a beaucoup de
outlet pour les jeunes. Je pense que la meilleure chose pour eux, c'est juste d'avoir une opportunité vraiment de trouver quelque chose qu'ils aiment. Je pense que ça, c'est un problème qu'on a à Montréal un peu, c'est de donner des dossiers à quelqu'un et dire de choisir. Je pense qu'en ce moment, on lui dit, fais ce que tu veux, mais c'est dur de juste choisir puis dire, OK, je vais faire ça, puis t'as pas la clé pour. Alors, je pense que nous, c'est ça qu'on fait. Si on va dire, tu veux jouer au basket ou tu veux jouer au soccer ou whatever, ben, on peut t'aider à rentrer dans un club ou une chose comme ça. Puis ça, je pense que c'est déjà un début. Puis après, financièrement et tout, on peut aider aussi. Alors ça, c'est beaucoup mieux que juste dire, choisis ce que tu veux, puis on est derrière toi. Parce que, comme j'ai dit, moi, si demain je veux être architecte, ça peut pas arriver juste comme ça. Et lorsque tu es devant ces jeunes-là, quel est le message clé que tu transmets à ces jeunes qui t'écoutent à travers ta fondation? Ben moi, je l'ai dit, mon premier message, c'est que vous êtes jeunes. Comme j'ai dit, moi, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Ça, vous avez vraiment plus d'avancée. Je parle à des jeunes qui ont 8, 12 ans, comme leur futur est tellement vaste. Alors, je pense que ça, c'est un des meilleurs messages que j'ai dit. Puis c'est aussi de dire qu'ils vont avoir une meilleure opportunité que j'ai eue. Ils ont une meilleure opportunité que là, beaucoup de gens qui étaient à Montréal durant mon temps n'ont pas. Je pense que les choses changent. Puis maintenant, on a des joueurs dans la NBA, comme j'ai dit, moi, on a des Max, on a Lou Gantz et tout. Alors, on a des role models pour eux, mais je pense que c'est bon d'avoir des gars qui veulent actually essayer. Puis je pense que nous, on n'avait pas ça. Moi, j'ai dit ça aux jeunes, j'ai dit comme, comme j'ai dit, moi, tu travailles avec moi, c'est sûr que je trouve une façon pour t'aider. Même si c'est un peu, tu as déjà beaucoup mieux que ce que tu as. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut une étincelle avant que le feu commence. Puis je pense que c'est ça que je dis aux jeunes tout le temps. Et il y a un ami qui me dit toujours que le basketball, c'est une école de la vie. Tu as eu un parcours assez extraordinaire. À tes débuts, on ne saurait jamais que tu allais devenir le Chris Boucher. Mais qu'est-ce que ça t'a appris dans ta vie de tous les jours, donc d'être un basketteur, de faire partie de faire ce cheminement que tu as fait? Ben, tu es toujours en contrôle de tes décisions, mais tu n'es pas en contrôle de comment ça va se passer. Je pense que ça, c'est une chose que j'ai appris avec le basket. C'est que tu peux être le meilleur, tu peux être, comme j'ai dit, tu peux être à un point parce que tout le monde parle de toi et tout, mais ça veut rien dire quand ça arrive au moment où c'est la vie. La vie et le basket, c'est deux différentes choses. Puis je pense que tu dois trouver une balance entre les deux. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre le hard way parce que quand le basket allait bien, ma vie allait bien. Quand le basket allait pas bien, ma vie allait pas bien. Puis il fallait que je trouve une façon de faire une différence. Parce que comme j'ai dit, je peux avoir une mauvaise game, mais ça veut pas dire que quand j'entre à la maison que je dois vivre ce problème. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trop dû apprendre juste à le fait que je jouais pas des fois, puis tout. Alors, les jours, on va dire que si je jouais pas pendant 2 semaines, j'avais une mauvaise énergie pendant 2 semaines à la maison. Puis je me suis dit, eux, à la maison, ils méritent pas ça. Alors, c'est la balance de ça. Quand tu vas en restaurant et tout, parce que t'as pas joué, ça veut pas dire que tu dois être rude à quelqu'un puis tout. C'est des choses comme ça que moi, j'ai dû apprendre, que je me suis dit, c'est pour ça qu'à un point maintenant, je suis capable de parler à quelqu'un, je suis capable d'être blessé maintenant et de décider d'avoir une bonne énergie parce que je me dis, à la fin de la journée, quand tu commences à jouer, tu sais que te blesser, c'est une possibilité. Ça fait partie de la game. Pas jouer une game, ça fait partie. Manquer 10 shots, ça fait partie. Il y a beaucoup de choses que tu sais déjà rentrer dans la game, ça fait partie. Il faut que tu trouves une façon de contrôler ça, un peu parce que ça t'en affecte pas ou ça affecte ta vie. Parce qu'après, maintenant, tu laisses ta job pour rentrer à la maison, puis là, la maison, c'est pas bon aussi. Là, maintenant, tu trouves pas de peace dans les deux. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le basket. Dernièrement, les fans te réclamaient. Je ne sais pas si tu as entendu des cris We want Boucher, we want Boucher. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça? Mais ça montre le support encore, comme j'ai dit, être un jeune du Canada, Canadien qui joue au Canada, je pense que ça montre comment ils supportent et tout. Aussi, ça montre comme ils aiment qu'est-ce que je montre. Je travaille, comme j'ai dit, je travaille fort. Chaque fois que je suis dans le terrain, je joue à 100%. Je joue comme si c'était ma dernière game à chaque fois. Il n'y a pas un moment donné que tu t'en vas où est-ce que je ne vais pas essayer de faire quelque chose. Puis je pense que les fans, ils aiment ça. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose que je veux garder. Je veux garder ça en tant que... Je veux que ça soit un marque. Je veux que, comme si un jour, ils veulent avoir un autre joueur, ils peuvent me montrer en tant qu'exemple et dire que c'est ça qu'il faisait, puis c'est ça qu'on a besoin. Tu comprends? Puis si je peux livrer ma marque comme ça va marcher. On veut dire comme ça marche déjà. Ça marche déjà. C'est pas comme si moi je suis le gars qui va sur Twitter jouer moi pour le ou que je vais aller dans les côtes pour dire pourquoi je joue pas puis tout. Je pose pas de questions. Je fais ce match. Mais si les fans vont faire ça pour moi et tout, ça montre le support. Mais c'est une carrière quand même extraordinaire à Toronto avec 905, les Raptors, vous gagnez. Justement, quel est le meilleur souvenir que tu vas garder de ton temps à Toronto?
C'est sûr le championnat. Je pense que juste le fait que j'étais à Golden State, après je me suis fait wave et après on rejoue contre eux et gagné. Ça c'était. Je regardais tous les coachs là, que j'étais avec avant, même si c'est pas leur faute que j'ai été fired, je les regardais tous comme j'ai ma revanche. Puis c'est pas comme si toute l'année j'étais comme j'espère qu'on les bat. C'est juste c'est arrivé comme c'est arrivé dans le flow de tout. Puis moi j'étais en train de focus dans la NFL, je voulais gagner un MVP puis tout. Alors c'est comme je gagne l'MVP et tout. Après je bats l'équipe qui m'a wave et on gagne. Je pouvais plus demander plus que ça. Et d'ici quelques années, peut-être tu vas prendre ta retraite par rapport qu'est-ce que tu aimerais avoir comme impact dans ta carrière? Comment est-ce que tu aimerais que les gens puissent se souvenir de Chris Boucher comme basketteur? Moi, mon but, c'est, avant que je finisse ma carrière, c'est d'avoir... je sais pas comment expliquer, mais c'est comme Draymond, il essaie de faire un spot que dans la NBA, tu veux avoir. Comme tu dis, j'ai besoin d'un joueur comme ça dans l'équipe. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de faire un point parce que je peux finir l'année, finir ma saison, ma carrière, puis dire, OK, ça, c'est un type de gars qu'on veut dans l'équipe. Peu importe si c'est un hustle, energy, hard-nosed guy, je voudrais qu'à la fin que ma carrière, ils disent, OK, on a besoin d'un Chris Boucher dans chaque équipe de la NBA. C'est ça que mon goal. Puis comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent être le star, superstar, shooting, blablabla. Mais moi, je connais mon rôle. Je sais ce que je peux faire. Puis je sais que ça change une game. Si tu me mets dans la game, ça change la game no matter what. J'ai besoin que ça soit représenté, où est-ce que le monde sache ça, puis que ce soit all around, où est-ce que c'est comme, OK, les Clippers se disent, OK, where can we find a Chris Boucher kid? Ça donne beaucoup plus d'opportunités. Pas pour moi, mais pour d'autres joueurs qui sont pas aussi... qui shootent pas la balle aussi mieux, qui sont pas les meilleurs défendeurs, qui sautent pas aussi haut que moi et tout, mais ils ont un motor puis ils vont donner 100%. Si dans la NBA ils disent OK, chaque équipe veut un joueur comme ça ou deux joueurs comme ça donne beaucoup plus d'opportunités à tout le monde. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça avec les Raptors. Maintenant quand tu vois quand quelqu'un joue pas fort ou quand quelqu'un donne pas beaucoup d'énergie, tu vois les Raptors sont comme lack of energy, blablabla. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu amener ça. Quand tu me vois dans la game, tu te dis, il va amener ça. Puis je veux que ça soit comme plus connu. Une dernière question. Est-ce que tu penses à ta carrière après basket? Est-ce que tu y as pensé? Moi, vous allez plus me voir après quand j'ai fini de jouer. Moi, je m'en vais dans les îles. Ah oui? Je vais dans les îles. Je vais aller avec ma famille. J'ai beaucoup de famille là-bas. Comme j'ai dit, je vais aller là-bas, je vais build, je vais voir des stores. Je vais aider ma famille là-bas parce que, comme j'ai dit, ils m'ont aidé beaucoup aussi. Mais comme j'ai dit, après ça, moi, comme j'ai dit, le basket, j'aime bien le basket. J'ai bien aimé le basket. Ça m'a beaucoup aidé et tout. Mais je veux pas être un des joueurs qui est pas capable de laisser la game. Comme à la fin de la journée, ça a fait ce que ça a fait pour moi et tout. Comme j'ai dit, quand j'ai fini de jouer, je veux vraiment avoir fini. Comme je vais prendre sur ma famille, enjoy tout le temps que j'ai pas pu avoir avec eux. Puis comme j'ai dit, à la fin de la journée, c'est vrai, je vais revenir des fois, c'est sûr. Les Raptors font un alumni, OK, je vais venir et tout, mais après ça, je retourne directement les îles. Je suis pas un city guy, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de l'océan, puis... Une carrière peut-être dans les médias, parce que tu avais ton podcast avec Yahoo. Oui, je pourrais faire le podcast, mais même là, je le ferais. Mon podcast va être à la plage. Je suis pas une personne qui aime l'attention. J'ai jamais été comme ça. Si je vais sortir avec quelqu'un plutôt, ou je sors avec mes amis et tout, comme on va être dans notre coin. J'ai pas vraiment de... Je suis juste pas la personne que je suis. Alors, à la fin de la journée, c'est pas ça que je recherche à la fin. Je sais ce que je veux, comment ma carrière va être finie. Moi, j'ai déjà dit à ma mère, j'ai déjà dit à tout le monde qui me connaît, quand ma carrière est finie, vous n'allez pas me voir dans le monde du basket. Je ne vais pas aller à ESPN essayer d'être un analyste. Non, c'est pas moi. Ah, wow. Yeah. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir puis de vous avoir côtoyé tout au long depuis 2019, d'avoir quelqu'un avec qui on peut poser des questions en français. C'est vraiment un plaisir parce que les francophones ont besoin d'entendre leur langue et puis avoir un Canadien francophone dans les Raptors, ça fait que je peux faire ce que j'aime parce que tu es là, Pascal aussi, Serge Ibaka et puis merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, merci. Thanks. Chris Boucher.
Voilà, j'espère que vous avez bien écouté, bien suivi Chris Boucher. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il dit. Et puis, j'ai trouvé que, oui, on l'a eu plusieurs fois. C'est quelqu'un de très simple qui a les pieds sur terre et puis qui dit qu'à la fin de sa carrière, on ne verra plus ici. Il sera sur son île. Sur son île à la plage. Donc, non, c'était vraiment. Qu'as-tu pu garder de l'entrevue quand tu l'as regardé? J'ai bien aimé le passage quand tu lui dis, mais tu vas pas faire des podcasts ou quoi? Il fait, si, mais moi je veux faire les podcasts sur la plage. Sur la plage. Tranquillement. Non, c'était vraiment très intéressant. Pas mal de choses qu'on savait déjà de lui, mais c'est vraiment bien de l'avoir en français parce que c'est pas tous les francophones qui ont accès à l'anglais. Donc je trouve que c'est super d'avoir pu partager l'histoire de Chris Boucher avec nos auditeurs parce qu'il en a pas mal parlé dans son podcast qu'il faisait avec Yahoo, mais qui était en anglais. Donc, et puis parfois en français, tu peux aller plus dans les détails quand c'est ta langue maternelle, même si Chris Boucher il est bilingue puisque Sainte-Lucie c'est anglophone. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment très très sympa. Et puis la petite surprise au début, c'était avec trop son cool. coach, oui. Son coach qui a donc on a un ami commun, donc le coach qu'il a découvert à Montréal. Donc je lui avais demandé de faire une petite vidéo surprise à Chris Boucher. Puis donc le visage de Chris Boucher quand il l'a vu, donc tu vois, il a reconnu et puis ça a ramené beaucoup de mémoire de sa jeunesse. Et puis c'était vraiment extraordinaire sa générosité, son temps et puis sa disponibilité. Donc c'était vraiment un plaisir de la voir. Alors pour terminer notre émission, tu as prévu un petit jeu. Alors je te passe le micro, Mike, et puis on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. On devait le faire à la fin de la preview, à la fin de notre guide NBA de la saison des Raptors, mais on a trop parlé ce jour-là. Donc j'en profite qu'aujourd'hui on ait beaucoup plus de temps pour lancer ce petit jeu. Tu dois connaître, Patrick, c'est très populaire chez les anglophones, le over-under. Oui. On propose un chiffre sur une statistique ou un nombre de victoires, quelque chose comme ça. Et tu dois dire si tu penses que ça va être plus ou moins. Moi, je l'ai renommé plus ou moins, tout simplement. Et après, on se fera la saison des Raptors en question flash, question rapide, réponse oui, non. Donc, on va démarrer avec ce plus ou moins. Cette saison, les Raptors, pour toi, est-ce qu'ils gagnent plus ou moins de 30 matchs? Ça c'est dur là. Je les ai bien ficelés. Ça c'est dur. L'année passée, ils ont gagné, je pense, 25. Je vais m'aventurer à dire plus. Ça serait peut-être un match plus que 30, 31 victoires. S'il n'y a pas de blessure, moi je pense qu'il peut aller jusqu'à 30 victoires, un peu plus. Mais ce ne sera pas évident parce qu'on parle de reconstruction. Donc je vais être optimiste et dire plus. Très bien, très bien. Moi aussi je dis plus, un petit peu plus, mais pareil, pas loin de 30, 31, 32. Est-ce que les Raptors finissent plus ou moins que 11e? Moins. Quand je dis moins, c'est-à-dire 10e, c'est ça? Ou bien ça veut dire 12e? Ah oui, dans quel sens? Non, plus, ça serait au-dessus. Ouais. Ah non, attends. Ah ouais, je l'ai pas... C'est ça. Oui, non, moins du coup, si tu penses qu'ils vont être au-dessus de la 10e place. Donc, ce sera moins. Moi, je pense qu'on a une chance d'être dans le play-in. Donc, s'ils ont une chance d'être dans le play-in, je pense que ce sera moins de la 11e place. Mais là, c'est à apprendre parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cette saison. Donc là, je dirais moins. Moi aussi, je dirais 10e place. J'espère qu'ils vont prendre la 10e place. C'était un peu notre scénario réaliste lors de la dernière émission. Donc, on va rester là-dessus. La défense des Raptors, est-ce qu'elle va être meilleure ou pire que la 15e place? Ah là là. La défense. La défense. Ok, là je vais aller meilleur parce que depuis le début de la pré-saison, depuis le début, il ne prêche que de la défense, donc de la parole aux actes. Donc on pense que ça va être meilleur que ça. Ça va être difficile parce que l'année passée, ils ont déçu défensivement. Alors, bon, les repêchages, ils ont quand même mis l'accent sur des jeunes qui ont quand même un bon profil défensif. Donc, c'est pour cela que je me dis que, ok, ça va être moins. Je ne sais pas, toi, à ton avis. Je pense qu'il y aura de la volonté, mais je ne les vois pas être dans les 15 meilleures défenses. C'est la moitié, en fait. Ouais. Je pense qu'ils seront mieux que l'année dernière, mais entre 15 et 20. Je pense que malheureusement, c'est le personnel en lui-même qui est... On en a parlé là sur ce 5 de départ. Je suis pas convaincu que ça va permettre... Après, j'espère des surprises. Si Quickley devient un défenseur moyen déjà, ça sera bien. RJ aussi s'il fait les efforts, mais je suis pas très optimiste malgré tout. Il y a des envies,
Il y a la volonté, Ouais. mais ça reste. Mais c'est dur de remplacer quelqu'un comme OG, Bien sûr. qui a été un défenseur élite. Donc, ça va prendre du temps pour développer des Bien défenseurs sûr. de ce profil. Et à l'inverse, l'attaque, meilleure ou moins bonne que 15e? Meilleur parce que même en pré-saison, on voit une attaque fluide et puis le système qu'a mis en place Darko l'année passée, ça a marché en termes de passes décisives, en termes de circulation de la balle. Et puis les joueurs, ce sont des joueurs qui ne sont pas égoïstes du tout. On voit au centre avec Olynyk et puis Yak, c'est des joueurs qui facilitent une attaque avec beaucoup de cuts, beaucoup de passes. Donc je me dis que s'ils restent sur cette lancée-là, je pense on aura quand même de bonnes performances offensives de l'équipe parce que on voit que c'est fluide, c'est en mouvement, mais là il faudra mettre les tirs parce que sans que ça marque, l'attaque ne veut rien dire. Mais je pense qu'on aura quand même une bonne performance offensive cette Ouais, saison. je suis d'accord. Je pense que, bien sûr, ça va se jouer sur l'adresse à 3 points, mais je pense qu'avec ce système-là et les joueurs qu'on a sur toute une saison, je pense qu'on peut flirter avec la 10e attaque de la ligue. Si on peut même rentrer dans le top 10, ça serait exceptionnel, mais je pense qu'on peut y toucher. Je pense qu'on peut s'en rapprocher. Ouais. Est-ce que les Raptors, est-ce qu'il y a plus ou moins, alors là j'ai mis 2,5, comme ça si tu dis moins, ça peut être 2, plus ou moins de 2,5 joueurs qui terminent la saison avec plus de 20 points par match? Le potentiel est là parce que Scottie Barnes peut mettre en 20 points sans problème. Quickly, il a montré qu'il peut le faire dans certains matchs l'année passée. RJ Barrett aussi. Donc les trois, je pense qu'il y a moyen que les trois puissent tourner à 20 points par match. Je parle toujours de blessures, mais le potentiel est là. Moi, je pense que le potentiel est là d'avoir trois. Et puis, un jour, avoir un Grady Dick qui peut mettre ses tirs, que ce soit des tirs à 3 points et même à mi-distance. Donc, je pense que oui. Moi, je pense qu'avec l'attaque qu'on a, avec les joueurs qu'on a, ça, c'est possible. Alors là, si on a 3 joueurs à plus de 20 points par match, je pense qu'on peut largement être dans les 10 meilleures attaques de la ligue. Je vais rester à 2 joueurs. Je pense que RJ et Scottie seront dans les 20 points ou plus. Je pense que ça sera un petit peu en dessous pour Quickly. Si Jay peut être à 18, ça serait vraiment bien, puisqu'on a vu qu'il va se concentrer un petit peu plus sur la passe aussi. Donc, on va y revenir après, c'est une des autres questions. RJ Barrett, la saison dernière, était à 21,8 points par match. Est-ce qu'il va être à plus ou à moins cette saison? Il sera plus. Il a su une bonne lancée depuis les Jeux Olympiques avec l'équipe du Canada. Le peu de minutes qu'il a joué en pré-saison, il a mis 17 points en première partie. Donc là, s'il revient en forme, si la blessure est bien guérie, moi je le vois marquer beaucoup plus que ça. Parce qu'il est de plus en plus confortable. Là, il est chez lui, il connaît bien son rôle et puis il le fait très bien. Moi, je pense qu'il peut aller à plus de 21 points par match. Moi aussi, je pense qu'il sera, même je le dis maintenant, il sera le meilleur marqueur des Raptors cette saison. Ça ne Je m'étonnerait pense qu'il pas. va scorer plus que Scottie. Ouais. On continue. Quickly était à 6,8 passes sur son passage la saison dernière. Est-ce qu'il va faire plus ou moins de 6,5 passes décisives cette saison? Même si c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Moi, je vais dire plus parce que il est venu au milieu de la saison. Là, il a joué la dernière partie. Il a été là au training camp. Je pense qu'il y a un certain degré de confort avec l'équipe. Son rôle est bien défini. Et puis, à l'arène, il a vraiment son coach lui a donné le ballon en main. Donc, c'est à lui de prendre les décisions. Je pense que ça peut aller plus. Moi aussi, mais je pense que ce ne sera pas énormément plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit à 9 passes décisives, par exemple. Mais s'il reste à 6,87, je trouve que ça sera déjà sensationnel. Donc, je vais à plus aussi. Ouais. Celle-là, elle est très intéressante. Est-ce que Scottie Barnes va faire plus ou moins de 5 triples-doubles? Et s'il en fait 11, Oh là là. il deviendrait déjà le recordman de la franchise, puisque Kyle Lowry est à 16 et lui, il est déjà à 5. Donc, avec 11 triples-doubles sur la saison, il pourrait égaler déjà Kyle Lowry. Mais déjà, est-ce qu'il va en faire 5? Est-ce qu'il va en faire plus ou moins? Il va faire plus. Il va faire plus parce que je cherche le mot en français, c'est playmaker. Donc, quand il a la balle, il peut faire beaucoup de choses. Il est bon défensivement, donc il va prendre des rebonds. Donc, 10 rebonds pour lui, c'est pas compliqué. Et puis, quand un joueur est ouvert, il va donner la passe. Donc, pour avoir des passes, c'est pas un problème pour lui. Je pense que 5, ce sera vraiment un minimum. Moi, je pense qu'il va pousser vers le record de Kyle Lowry parce que c'est le joueur de la franchise, donc il aura vraiment le contrôle. Et puis, avec son rôle, avec la second unit,
Donc, il a vraiment le rôle de meneur de jeu carrément. Donc, je pense que 5 au minimum, ça c'est, pour moi, c'est garanti. Je pense qu'il va pousser vers les 11. Ouais. Je te suis, j'ajoute pas plus, tu as été complet. Ouais. Il m'en reste 2. Jakob Poeltl a plus ou à moins de 8,5 rebonds par match cette saison. Les saisons précédentes, il était autour de 9. L'année dernière, c'était un petit peu moins. Une saison un peu en dessous, Yak qui était à 11 points et 8 rebonds, c'est pas énorme pour lui. On a vu qu'il en a pris 15 contre les Celtics, par exemple. Est-ce que tu sens qu'il peut rebondir un petit peu? C'est un jeu de mots. Il peut rebondir sur à le ce rebond. niveau-là. Moi, je pense que oui, la clé restera toujours la santé. S'il n'est pas blessé, s'il reste avec l'équipe, je pense qu'il peut faire ça. La saison dernière, il était sur quand il était avec l'équipe performait mieux. Ouais, et donc là, ce sera vraiment s'il reste en santé, parce que c'est quand même un joueur intelligent. Il est à la bonne place au bon moment. Et je pense que s'il n'y a pas vraiment de blessure cette saison, on peut s'attendre à une bonne performance de Yak. Je pense qu'il va revenir autour de 9 rebonds. J'aimerais qu'il soit en double-double de moyenne. Ça lui permettrait d'avoir un peu plus de visibilité. Peut-être que les gens se rendraient un peu plus compte aussi de son niveau de jeu. Et puis s'il peut atteindre 4 passes décisives, il en a fait 4 lors du dernier match. Ça serait vraiment bien. On termine avec Grady Dick. Est-ce qu'il va mettre plus ou moins de 2,5 tirs à 3 points par match? Il a intérêt à faire plus. Il a été engagé pour ça. Même s'il nous a montré qu'il y a plusieurs facettes sur son jeu avec les quelques matchs de la pré-saison. Je pense, oui, et moi je m'attends à ce qu'il fasse plus. Surtout que quand la balle tourne et qu'il est ouvert, il faudra qu'il les mette. Ouais. 3 tirs à 3 points par match, ça devrait être l'objectif de Grady Dick. Alors, je dis plus aussi. Ouais. On termine vraiment rapidement. Réponse oui ou non. Question flash, les Raptors en play-in? Oui. Oui. Qui sera le joueur surprise de cette saison? Agbaji. J'allais dire Agbaji, mais je vais dire Davion Mitchell. Ok. Quelle sera la déception de cette saison? Oh là 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 là, Chris Boucher, s'il part, moi je serais vraiment déçu. Ouais, moi aussi j'allais parler de ça, mais moi je vais dire autre chose du coup. Je sais pas si Jacoby Walter va réussir à avoir du temps de jeu et je sens la saison à la Grady Dick de l'année dernière. Est-ce qu'il y a un trade à la deadline et qui? Je pense à Bruce Brown. Probablement Chris Boucher. Donc les deux, je pense que logiquement ça devait être les deux, mais on sait qu'on ne peut rien prédire. Masai et Bobby, ils ont le secret, mais je pense que Bruce Brown et Chris Boucher, c'est les deux qui font du sens à ce moment. Ouais. Mais est-ce que Bruce Brown peut être la surprise de la saison en étant très fort et on ne l'attendait pas et au final être trade? C'est ça. Parce qu'il aura remonté sa cote. Et le dernier, Scottie All-Star. Oui. Scottie All-NBA Team. Pas peut-être la première, mais la deuxième. Oh. Ouais. Scottie All-NBA Defense Team, première ou deuxième? Oui, peut-être deuxième, mais pas première. Ok. C'est optimiste tout ça. Moi, je dirais All-Star, All-NBA Team, je pense que c'est trop juste. On verra après s'il nous surprend. Ouais. Et All-NBA Defense Team, ça va vraiment dépendre de la défense des Raptors. En général, vu que j'ai dit qu'ils allaient être moins de 15, malheureusement pour moi, il n'y sera pas, mais on verra. Voilà, c'est sur ce petit jeu qu'on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. Merci à toi, Mike, d'avoir préparé ce jeu. Et j'espère que tout ce qu'on a dit de moi, ils vont nous prouver qu'on n'avait pas raison. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine avec le début de la saison, surtout le premier match contre les Cleveland Cavaliers. Merci à tout le monde de nous avoir suivis sur Choc FM. C'était Franco Raptors. À bientôt. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors!